Sortez d'une réunion d'urgence du G5 Sahel et vous avez évoqué un peu plus tôt dans la soirée votre volonté de mener des actions concrètes, militaires et policières pour démanteler les réseaux et les filières de passeurs, notamment en Libye. D'abord, est-ce que vos partenaires africains et européens vous soutiennent dans cette initiative? Est-ce que vous pouvez nous en préciser les contours, le cadre juridique? Est-ce que, par exemple, on pourrait voir des policiers ou des soldats français intervenir en Libye pour démanteler ces filières? Bien. En effet, comme je l'avais annoncé hier lors de mon discours à Ouagadougou, j'ai sollicité cet après-midi une réunion d'urgence suite aux images atroces que nous avons tous vues sur ce qui se passe en Libye et la traite humaine qui s'y opère. Cette réunion a associé l'Union africaine, l'Union européenne, le secrétaire général des Nations unies, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, le Tchad, le Niger, la Libye, en la personne du président Sarraj. Est-ce que j'oublie quelqu'un, Monsieur le ministre des Affaires étrangères? Et le Congo. L'Allemagne, je l'ai cité. Et le Maroc. Merci beaucoup. Et l'Italie, je l'ai dit. En européen, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Union européenne, l'Union africaine, le Niger, le Tchad, le Congo, le Maroc. Et le secrétaire général des Nations unies. L'objectif de cette réunion était de mettre en place des réponses de court terme, de moyen terme et de long terme pour régler cette situation atroce et intolérable. La Libye a réaffirmé son accord pour autoriser un accès au sol libyen afin d'évacuer les camps identifiés où ces scènes de barbarie ont été identifiées. Et donc partout sur le terrain, des scènes inacceptables ont été identifiées. La Libye et le président Sarraj a donné son accord pour qu'un accès puisse être assuré. Deuxième point, il a été décidé par l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, d'une part, d'un soutien accru à l'Office international des migrations, donc sous l'autorité des Nations unies, pour aider au retour de toutes les Africaines et les Africains qui le souhaitent vers leur pays d'origine. L'Union africaine a déjà effectué une mission sur place, dans plusieurs camps, identifié plusieurs ressortissants africains qui souhaitent retourner dans leur pays et commencer à prendre attache avec ces pays d'origine. Dans les prochains jours, ce travail sera conduit par l'Organisation internationale des migrations, en lien opérationnel étroit avec l'Union africaine et les pays d'origine, avec le soutien de l'Union européenne s'il est demandé. L'Union européenne, évidemment, sera aux côtés de ces opérations pour aider également à la réinstallation dans les pays d'origine et financer ce qui peut l'être. Il a ensuite été décidé par les mêmes parties prenantes de mettre en place, comme je l'évoquais tout à l'heure, une coopération renforcée sur le plan de la sécurité et de l'intelligence pour démanteler les réseaux de trafiquants. Ces trafiquants d'êtres humains sont profondément liés au réseau de trafiquants d'armes, de trafiquants de drogue et aux mouvements terroristes qui opèrent dans toute la région, dans toute la bande sahélo-saharienne, du Golfe de Guinée jusqu'à la Libye. Il a donc été acté qu'une coopération étroite serait mise en place avec une task force opérationnelle associant les services de police et d'intelligence entre l'ensemble des gouvernements présents autour de la table, avec un lien étroit qui sera fait également avec toutes les puissances non représentées mais utiles pour démanteler les réseaux et leur financement. Nous souhaitons en particulier avoir un lien étroit avec plusieurs pays de la péninsule arabique, d'autres pays européens ou d'autres pays africains qui n'étaient pas présents autour de la table. L'objectif de cette opération va être à très court terme de pouvoir interpeller les trafiquants identifiés, de démanteler ces réseaux, mais également de démanteler leur financement qui passe par des banques, par des versements et qui, dans la région comme au-delà, aujourd'hui contribuent non seulement à alimenter ces trafics, mais également le terrorisme. Ce travail intense conduira à prendre plusieurs engagements et c'est d'ailleurs dans cette perspective que j'avais annoncé il y a plusieurs semaines et rappelé hier la volonté de la France d'organiser début avril 2018 une conférence internationale luttant contre le financement du terrorisme qui permettra d'avoir toutes les parties prenantes autour de la table. Nous nous sommes également engagés, Union européenne, Union africaine et Nations unies,
à procéder à toutes les mesures de gel d'avoirs et sanctions financières à l'encontre des trafiquants identifiés ou de celles et ceux qui sont en lien avec eux. L'Union africaine va également mettre en place une commission d'enquête, probablement dans le cadre de la Commission des droits de l'homme au sein de l'Union africaine, afin de procéder aux investigations requises et de donner un cadre aux suites judiciaires qui pourront être données à ces opérations. Et je pense que les Nations Unies pourront utilement, en temps voulu aussi, saisir la Cour internationale de justice contre ces derniers. Nous avons également souhaité mettre en place, et en particulier en lien avec l'opération que la France avait lancée le 28 août dernier à Paris, la réinstallation de toutes celles et ceux qui, présents en Libye ou dans des camps frontaliers au Niger et au Tchad, sont éligibles au droit d'asile. Dans le cadre des engagements pris le 28 août, la France a déjà envoyé plusieurs missions de l'OFPRA, en lien étroit avec le HCR, pour identifier au Tchad et au Niger les ressortissants africains qui peuvent bénéficier de la protection et du droit d'asile. Nous avons d'ailleurs invité tous les pays européens à faire de même, ce qui permettra là aussi de prévenir des situations atroces ou d'en régler certaines pour celles et ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile dans un cadre strict, celui des listes fermées du HCR. Nous avons ensuite décidé de mettre en place une communication volontariste à destination de la jeunesse, mais plus largement de l'ensemble des Africaines et des Africains, pour dénoncer les traites qui sont aujourd'hui faites en Libye et décourager toutes celles et ceux qui ont parfois cédé aux sirènes de ces passeurs. Il y a aujourd'hui, dans nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest, une propagande qui s'est installée, nourrie par ces passeurs, nourrie par ces trafiquants, nourrie également parfois par ceux qui font vivre le terrorisme, qui promettent monts et merveilles à une jeunesse qui parfois cède à ces promesses. Il est donc important que nous développions une communication volontariste pour dénoncer ce qui se passe et évidemment accompagner celle-ci d'une action volontariste en termes de développement, d'installation d'activités économiques durables. C'est l'objet à la fois des engagements que j'ai pris hier à Ouagadougou et de la discussion que nous avons pu avoir lors du sommet. Enfin, nous avons réaffirmé notre volonté de finaliser les accords entre les différentes parties prenantes de la situation libyenne sur la base de la feuille de route présentée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Hassan Salamé, en septembre dernier à New York. Il est souhaitable dans les prochaines semaines que le représentant spécial puisse poursuivre son travail avec l'ensemble des parties prenantes en Libye, mais également avec l'Union africaine, partenaire indispensable pour le règlement de cette situation, afin d'aboutir à une solution politique durable, car in fine, si nous voulons vraiment lutter contre ce qui se passe en Libye, il est indispensable de reconstituer un État pérenne, un équilibre politique, dans le cadre de la feuille de route qui avait été présentée. Voilà rapidement brossé les conclusions auxquelles cette réunion d'urgence que la France avait sollicitée ont permis d'arriver. Bonsoir Monsieur le Président, Mathieu Coach, BFM TV. Votre échange hier avec les étudiants de l'Université de Ouagadougou a été très commenté en France et ici au sommet d'Abidjan, où en aparté, des membres de délégation vous reprochent d'avoir fait preuve d'une certaine arrogance, peut-être d'un manque de tact par moment avec des étudiants et avec le président Kaboré. Alors que répondez-vous à ces critiques? Et puis quelle est votre réaction à la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos anti-musulmans par le président américain? Est-ce que vous condamnez ces vidéos et donc leur diffusion sur le compte Twitter de Donald Trump? Merci. Je n'ai pas vu ces vidéos. Donc je n'ai pas pour habitude de commenter des choses que je n'ai pas vues. Et en général, j'ai fait un choix méthodologique, c'est de ne pas commenter les messages Twitter ou autres du président des États-Unis d'Amérique. La deuxième chose, je suis président de la République française, vous êtes journaliste. Je veux bien répondre à vos questions, mais je ne vais pas commenter des citations anonymes. S'il y a des gens qui s'expriment et qui me reprochent quelque chose, ils le disent et je les commente. Mais de dire que des gens de manière anonyme dans des délégations disent ceci ou cela est pour moi un non-événement. Ça n'existe pas. Les gens disent quelque chose, ne disent rien. J'étais avec le président Kaboré. Il était très heureux de la discussion et de l'échange que nous avons eu avec les étudiants, très heureux de la relation que nous avons, et je peux vous dire, choqué par rien. Et comme j'ai eu l'occasion tout à l'heure de le dire à deux de vos collègues dans le cadre d'une interview, je crois que la relation d'humour, la franchise, le caractère direct
de la discussion que nous avons eue l'autre jour, inédite, dans un pays où aucun président de la République française ne s'était rendu depuis plus de 30 ans, devant des étudiants, chose qui ne s'était jamais faite, que ce soit d'ailleurs un dirigeant européen ou africain, eh bien, il y a une spontanéité de l'échange. Et considérer qu'on ne peut pas faire de l'humour avec un dirigeant africain, ce serait étrange. J'en fais avec les dirigeants européens. Je considère le président Kaboré de la même façon. Christophe Decroix de RTL, bonsoir Monsieur le Président. Visiblement, malgré les sanctions internationales, la Corée n'a pas l'intention de renoncer à l'arme nucléaire. Elle a encore fait un essai balistique important. Est-ce que la méthode est la bonne ou est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut renoncer aux sanctions et entamer un dialogue ou au contraire aggraver les sanctions contre la Corée du Nord? Merci. La France, évidemment, je l'ai dit dès hier après-midi, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a également communiqué sur ce sujet. La France condamne avec force ce nouvel essai, qui manifeste en effet une volonté de poursuivre cette route qui est inacceptable à nos yeux. Il n'y a pas aujourd'hui, hors du cadre des sanctions et d'un rapport de force croissant, de discussion qui se soit établie. Et ça n'est d'ailleurs pas la volonté de la Corée du Nord. Il est donc indispensable, si nous voulons avoir des résultats, de pouvoir accroître le niveau de sanctions et obtenir une efficacité. Je compte pour ma part beaucoup sur la Chine et la Russie, qui sont les deux puissances internationales qui aujourd'hui peuvent prendre des décisions fortes en matière de sanctions, ayant un impact, un effet réel sur la Corée du Nord et pouvant conduire celle-ci à revenir autour de la table de négociation. Melissa Bell, CNN. I'd like to get back, if I may, in English, to those pictures, those images that have so shocked the world and that have dominated proceedings here today. You mentioned the meeting. We've heard from a lot of African leaders today that they feel there will be a before and an after. Is that something that you also believe? We've also heard from a number of African sources a sense of frustration that perhaps the sense of outrage that's been felt south of the Sahara is not felt so keenly north, and that Libya should be going much further. J'ai répondu largement à cette question en expliquant ce que nous venons de décider. Je veux évidemment à mon tour dire toute l'émotion que nous avons ressentie face aux images qui ont été diffusées et redire combien la France condamne avec force ces crimes atroces et cette traite d'êtres humains faite aujourd'hui sur le continent africain qui constitue un crime contre l'humanité. Je considère que la réponse la plus forte est celle qui permettra d'avoir une action résolue et efficace pour mettre fin à cette traite. Je l'ai dit hier à Ouagadougou, je l'ai redit tout à l'heure au sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. C'est aujourd'hui une traite faite par des Africains contre d'autres Africains. Et cette situation doit cesser. Et nous devons agir avec force. Ce que l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies ont décidé ce soir, c'est d'agir de manière déterminée, avec d'abord une action d'extrême urgence pour évacuer de Libye toutes celles et ceux qui peuvent et veulent l'être et les aider à revenir vers leur pays d'origine. Et nous serons solidaires dans cette opération d'urgence qui sera conduite dans les prochains jours et prochaines semaines. C'est ensuite permettre d'assurer la protection et le droit d'asile à toutes celles et ceux qui y sont éligibles en Europe. C'est enfin d'assurer la stabilité dans la durée de la Libye avec une feuille de route politique claire qui permettra de mettre fin durablement à ces exactions. L'engagement de la France est complet au-delà de la dénonciation pour mettre fin à ces pratiques. J'ai vu autour de la table ce soir, à la fois du sommet Union africaine-Union européenne, mais également de la réunion de crise que la France a déclenchée, l'indignation des dirigeants africains, la détermination du président de l'Union africaine et du président de la commission permanente de l'Union africaine, M. Moussa Faki, qui avait dépêché cette mission il y a quelques jours. Et je peux vous dire que la détermination que j'ai vue chez les dirigeants africains qui étaient autour de nous et au sein de l'Union africaine me laisse penser que nous pourrons agir ensemble avec une grande efficacité et une grande détermination. Allez-y, madame, depuis tout à l'heure, je vous vois. Alors, Ramatan Awaïsia, Radio Monte Carlo Doualiya. Je vous appelle,
j'ai remarqué que vous avez dit beaucoup de choses de soutien, de paroles de soutien à l'initiative du Mohammed Ben Salman Al Saoud, le prince héritier saoudien, justement sa volonté de justement éradiquer l'intégrisme et le financement. Et vous avez appelé aussi le Qatar, la Turquie et l'Iran à faire de même. Comment vous pouvez réunir tous ces frères ennemis autour d'une même cause? Merci. Aujourd'hui, ce qui fragilise profondément le Proche et Moyen-Orient et l'Afrique, ce sont des activités terroristes qui conduisent à la déstabilisation d'États et la guerre, comme nous venons de le vivre, nous sommes en train de le vivre dans la zone irako-syrienne, mais c'est aussi le financement de mouvements proches de ces terroristes ou facilitant leur activité, mouvements non gouvernementaux et des financements qui sont bien souvent faits à l'insu ou contre les gouvernements en place. J'ai, il y a plusieurs semaines de cela, dénoncé ces pratiques, ce qui avait pu choquer certains dirigeants. J'ai ensuite eu un échange, comme toujours, très direct, bilatéral avec chacun d'entre eux. Et dans cet échange, j'ai obtenu l'engagement bilatéral de leur part de mettre fin à ces financements. Je ne vous ai pas dit qu'ils allaient travailler ensemble, j'ai simplement dit qu'ils avaient pris chacun un engagement qui était le même, ce qui est possible même quand on ne s'aime pas et quand on ne veut pas travailler ensemble. Et donc lorsque je me suis rendu à Riyad, le prince Ben Salman m'a en effet certifié qu'il souhaitait couper tous les financements qui étaient souvent d'ailleurs le fait de fondations ou d'acteurs privés vers des mouvements de ce type qu'on voit dans une bonne partie de l'Afrique et qui existent aussi en Europe. J'ai eu le même engagement de la part de l'émir du Qatar. J'ai eu cette discussion avec le président Erdogan et avec le président Rouhani. Je poursuivrai donc ce travail. J'ai demandé à l'ensemble de nos partenaires d'établir des listes de mouvements, de structures qui faisaient l'objet de ces financements pour qu'on puisse constater les résultats et avoir une évaluation réelle de ces financements. Ça fait trop longtemps qu'on en parle et pas assez longtemps qu'on agit. Et donc, c'est pourquoi, dès maintenant, nous lançons cette opération. Elle va se formaliser dans les prochaines semaines. Je souhaite que nous puissions avoir des résultats rapides. Et dans le cadre de la conférence Lutte contre le financement du terrorisme, je souhaite que nous puissions faire un premier point et aller vers de nouveaux engagements précis. Ce ne sont pas des déclarations dont nous avons besoin, ce sont d'engagements clairs avec des listes et en face des vérifications. Pardon, je vous en prie, si vous faites comme tout le monde. Voilà. Juste une question un tout petit peu moins concrète, plus globale. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous pensez que l'Afrique, avec cette relation même rénovée, reste le socle de la puissance internationale de la France? Est-ce que ça reste le moteur de notre présence à l'international? Non, je ne raisonnerai pas comme ça. Et tout le discours que j'ai tenu est un discours qui n'est pas un discours de puissance, puisque c'est le terme que vous employez. Je crois que la France a une vocation internationale. C'est son histoire, c'est sa force, et elle est d'ailleurs attendue. Et elle est regardée, elle est parfois cherchée comme médiateur. Et le rôle que nous avons joué, par exemple, dans la crise au Liban, en a été aussi l'illustration. La France, par son histoire, par sa culture du multilatéralisme, avec laquelle j'ai voulu profondément renouer, est un des acteurs qui aide à construire la paix dans le monde. C'est pourquoi j'ai tenu, dès la fin du mois d'août, un discours devant les ambassadeurs qui a posé le cadre de cette action avec un fil rouge, la souveraineté française et européenne, que j'ai repris ensuite au discours de la Sorbonne, et une volonté de construire la paix comme un élément aussi de la sécurité de nos ressortissants. Regardez ce qui se passe à travers le monde, du Proche et Moyen-Orient en passant par l'Afrique. Lorsque nous échouons à construire la paix, lorsque nous affaiblissons des États, lorsque nous échouons à lutter avec ces derniers contre le terrorisme, nous avons aussi des répercussions directes sur nos propres pays. Et la France en a vécu toutes les conséquences. Donc notre vocation est internationale, notre rôle aujourd'hui est de construire une nouvelle grammaire de la souveraineté française et européenne dans ce monde en transformation profonde et parfois en chaos, de le faire dans un cadre multilatéral, parce que c'est notre philosophie profonde, de le faire dans le respect des États constitués
et pas en cherchant une hégémonie en quelque sorte parfois néoconservatrice, en prônant partout le pluralisme, le respect des minorités, qu'elles soient ethniques et religieuses, et en aidant à construire les solutions politiques inclusives sur le terrain. C'est ce que nous avons cherché à faire dans le cadre de la crise au Liban. C'est le rôle que nous nous sommes assignés sur l'après-guerre en Syrie, et ce à quoi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères œuvre beaucoup. C'est ce que nous cherchons aussi à faire en Libye, et c'était l'objet de la réunion de la Celle Saint-Cloud en juillet dernier. Et c'est ce à quoi nous travaillons en lien direct avec l'Union africaine partout où ces situations de crise existent. C'est ça le rôle de la France. Et pour l'Afrique, je crois que la philosophie que je veux poursuivre, c'est d'abord de regarder l'Afrique comme un continent et pas comme une série de sous-régions avec lesquelles nous avons des histoires multiples. C'est de la regarder en voulant ouvrir une nouvelle page d'histoire avec une génération dont les représentations et les traumatismes ne peuvent pas être ceux et celles d'hier. 70% de l'Afrique, c'est la jeunesse. Et donc nous devons construire une relation équilibrée, faite d'un discours de vérité, faite d'un discours d'égal à égal, direct, franc, auquel vous n'êtes peut-être pas habitués. Et ceux qui pensent parfois dénoncer le paternalisme sont ceux aussi qui l'entretiennent par leurs réflexes. Et où, parlant à la jeunesse, nous construisons, là aussi, une grammaire d'action nouvelle, du développement économique, mais avec un vrai souci de lutte contre la corruption, de retombées pour les PME et pour la jeunesse, un vrai partenariat éducatif pour former les maîtres, mais aussi aider à ce défi éducatif de tout un continent. Et ce sera l'objet d'ailleurs de la réunion que nous tiendrons à Dakar avec le président Macky Sall en février prochain pour le pacte mondial pour l'éducation, avec un nouveau partenariat en termes de migration et de sécurité, où aussi nous coopérons, nous disons les choses, nous agissons de concert, qui permettra de repenser les termes de la mobilité et de l'innovation, avec une mobilité choisie, et non plus ces routes de la nécessité que nous commentons, et une volonté de partager l'innovation, en particulier dans la lutte contre le réchauffement climatique, et ce sera l'un des objets du sommet du 12 décembre prochain. Est-ce que je peux prendre encore une question ou est-ce que je dois retourner une dernière question? Je n'ai aucun pouvoir parce que je n'ai pas le micro. Donc... Bon. Monsieur le Président, Khaled Al-Garabli, France 24, Service Arabe. Vous avez parlé du Liban, vous avez pris contact avec l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les États-Unis concernant le Liban. Est-ce qu'on peut s'attendre à une initiative française par rapport au Liban? Et quel objectif de votre visite au Qatar? Médiation avec l'Arabie Saoudite, par exemple? Sur le Liban, j'ai avec beaucoup de bonheur reçu le Premier ministre Hariri il y a une dizaine de jours à Paris, avant qu'il ne retourne dans son pays. Il y a aujourd'hui un travail qui est conduit par le président Aoun, qui a confirmé sa volonté de voir le Premier ministre Hariri rester à la tête du gouvernement, et avec une volonté qui est de conduire une politique très claire de désassociation, c'est-à-dire de neutralité du Liban dans la région. Et je pense que ce que nous devons faire, ce que par les différents échanges bilatéraux j'ai veillé à faire, c'est préserver l'équilibre politique du Liban, la paix au Liban, la stabilité et un État fort. Nous avons besoin d'un Liban fort, indépendant et en paix. Parce que c'est un exemple pour la région, un exemple d'État multiculturel, multireligieux, qui permet de gérer le pluralisme aujourd'hui en paix. Et il était important pour cela que cette politique de neutralité soit réaffirmée, neutralité à l'égard de tous les différents conflits de la région. C'est ce qui a été fait, ce qui est en cours de travail par le président Aoun. Je veux dire ici tout le soutien de la France au président Aoun et au dialogue national qu'il a conduit, et tout le soutien de la France au choix qu'il a fait et la volonté qui est la mienne d'avoir un président fort et un Premier ministre fort. L'objet de mes contacts était d'expliquer les échanges que j'avais eus à la fois avec le président Aoun et le Premier ministre Hariri, et à ce que nous veillons les uns et les autres à cette stabilité du Liban dans une région qui est bousculée par des tensions multiples et parfois des conflits. Sur le déplacement que j'effectuerai au Qatar, c'est le souhait qui est le mien de parler à l'ensemble des partenaires de la région, et après avoir effectué un déplacement aux Émirats arabes unis
et en Arabie Saoudite. Je souhaitais en effet pouvoir me rendre au Qatar pour faire un point sur notre relation bilatérale. Je l'espère pouvoir constater quelques avancées dans celle-ci. Faire un point également sur la région. Je n'aurai là-dessus aucune volonté de médiation en m'élevant au-dessus de ma condition. Je crois que c'est d'abord aux acteurs de la région de trouver les termes d'un équilibre qui est encore à construire. Mais j'aurai avec l'émir du Qatar une discussion sur les sujets que je viens d'évoquer. La lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, la formalisation de l'accord qu'il m'avait donné de lutter contre tous les mouvements terroristes ou extrémistes et son engagement fort dans cette démarche que la France conduit en Afrique et au Proche et Moyen-Orient. Et j'attends beaucoup de cet échange avec l'émir du Qatar dans ce contexte. Voilà. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vais maintenant rejoindre le président Ouattara. Bonsoir à tous, bienvenue. Vous regardez Grand Angle sur BFM TV. Vous venez de suivre l'intervention du chef de l'État depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire, pour ce sommet Union européenne-Union africaine dont nous allons parler avec Thierry Arnaud, chef du service politique BFM TV. Bonsoir Thierry. Bonsoir. J'allais dire, presque dans la lignée de l'interview qu'il avait donnée à Time Magazine, Emmanuel Macron se place au centre du jeu, diplomatiquement au centre de la scène internationale. Oui, il s'y place et il y est attendu parce que c'est un sommet entre l'Union européenne d'un côté et l'Union africaine de l'autre.